this might be only the beginning of Trump's troubles. This week, a judge confirmed that the first of his 4 criminal trials will move forward beginning next month. Joining me now is one of the key witnesses in this case, one of the people who helped kick off this investigation, Michael Cohen. He previously served as a counsel to Donald Trump. He's the author of the New York Times best-selling books, Revenge, How Donald Trump Weaponized the Department of Justice Against His Critics, and Disloyal, a memoir, as well as the host of his podcasts, Mea Culpa with Michael Cohen, and The Political Beatdown. Michael, welcome. I've got a lot to talk to you about, but I want to ask you first how you're feeling about this. Certaines décisions judiciaires ne se contentent pas de clore une procédure. Elles modifient la manière dont le système réagit à la résistance. Le 27 décembre, un tribunal de New York a rendu une ordonnance d'exécution immédiate, obligeant Donald Trump à payer 364 millions de dollars dans le cadre du procès civil pour fraude intentée par le procureur général de l'État. La décision, rédigée par le juge qui a présidé le procès au fond, élimine toute marge de négociation, de paiement échelonné ou de délai supplémentaire. En pratique, le tribunal a établi que le paiement doit être intégral et immédiat, sous peine de saisie immobilière ou, en cas de non-respect délibéré, de sanctions plus sévères. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle d'audience à ce moment-là. La rapidité de la décision, le ton adopté par le juge et l'absence d'espace pour la délibération procédurale indiquent que le tribunal a non seulement jugé la conduite du défendeur, mais a également signalé l'épuisement institutionnel face aux manœuvres dilatoires. Des sources ayant accès au dossier affirment que la défense de Trump s'est présentée à l'audience avec des propositions d'échelonnement du montant dû, suggérant des délais longs et des calendriers complexes. La réponse judiciaire a été brève et directe. Il n'y aura pas de négociation. Le dispositif de l'ordonnance fait explicitement référence à la possibilité d'une confiscation immédiate des biens, y compris les actifs physiques, les placements financiers et les revenus futurs liés au holding contrôlé directement ou indirectement par le président. Plus qu'un simple recouvrement, cette décision place l'affaire dans le champ de l'autorité coercitive du pouvoir judiciaire, créant un scénario dans lequel le défaut de paiement ne se résume pas à des implications économiques, mais peut constituer, en théorie, un affront à l'autorité légale de la Cour. L'origine de cette procédure remonte à une longue enquête menée par le bureau du procureur général de l'État de New York sous la direction de Letitia James. Les accusations portaient sur la manipulation systématique des déclarations financières dans le but de gonfler la valeur des actifs immobiliers appartenant à la Trump Organization. Selon les rapports présentés tout au long du procès, cette pratique aurait été récurrente, couvrant plusieurs projets et se produisant pendant plusieurs années consécutives. Les documents indiquèrent que les montants présentés aux créanciers, en particulier aux grandes institutions bancaires, ne correspondaient pas aux montants pris en compte par les propres administrateurs de l'entreprise dans d'autres contextes réglementaires. Le tribunal a estimé que cette disparité ne relevait pas d'une erreur comptable ponctuelle, mais d'un comportement délibéré visant à obtenir des avantages indus dans le cadre d'opérations de crédit. Le jugement au fond, rendu quelques mois auparavant, avait reconnu l'existence d'une fraude et imposé des sanctions sévères, notamment l'interdiction temporaire pour Trump d'exercer des fonctions exécutives dans des entreprises basées à New York. L'appel, bien qu'il ait réduit le montant de l'indemnisation initialement fixée, a maintenu intacte la conclusion centrale. Il y a eu fraude, et celle-ci a été commise de manière répétée. Cela signifie que quel que soit le montant final ajusté par la juridiction supérieure, la responsabilité civile a été reconnue et reste valable. Ce nouveau développement n'est donc pas une réinterprétation des faits ou une réévaluation du bien-fondé de l'affaire. Il s'agit d'une réponse procédurale au non-respect volontaire de l'obligation imposée par la justice. L'absence de paiement après le passage en force de la décision, ajoutée à l'absence de proposition formelle jugée viable par le tribunal, a déclenché ce que l'on appelle techniquement une exécution forcée. Mais ce qui a surpris les observateurs juridiques et politiques, c'est l'absence de toute phase intermédiaire. Habituellement, dans les affaires, impliquant des montants élevés et des structures d'entreprises complexes, les tribunaux choisissent d'établir des calendriers ou d'autoriser des renégociations partielles. Cette fois-ci, la décision a été catégorique. Le juge a indiqué que les tentatives d'obstruction, telles que le transfert irrégulier d'actifs, ou le dépouillement intentionnel du patrimoine pourrait constituer non seulement un manquement civil, mais aussi une infraction pénale pour désobéissance à une ordonnance judiciaire. Cette interprétation ouvre la voie à des mesures extrêmes, telles que le gel des comptes,
le blocage des biens au nom de tiers et, en dernier recours, l'emprisonnement pour outrage. En termes techniques, ce qui est en jeu, c'est l'autorité de la juridiction civile pour imposer efficacement une décision qui a déjà fait l'objet d'un appel et d'une révision. Il y a également un facteur qui n'est pas passé inaperçu dans les coulisses du système judiciaire. Trump a construit son image publique sur la base d'une rhétorique de domination du monde des affaires. Se présentant comme un stratège capable de contourner les adversités grâce à des négociations difficiles et à une résistance institutionnelle. L'ordre de paiement immédiat, sans marge de négociation, va directement à l'encontre de ce discours. La Cour a non seulement réaffirmé l'existence de la fraude, mais elle a également imposé des conditions qui empêchent la répétition de la stratégie habituelle consistant à prolonger les litiges jusqu'à l'épuisement des parties adverses. Autrefois, le report des effets d'un jugement civil permettait aux défendeurs de réorganiser ses actifs ou de rechercher des accords avantageux en coulisses. Cette fois-ci, le pouvoir judiciaire a signalé que le temps, loin d'être un allié, était devenu un facteur aggravant. Chaque jour sans paiement, les intérêts s'appliquent au montant principal, augmentant ainsi la somme due et réduisant la marge de manœuvre. Une fois lancée, l'exécution pourrait toucher directement des propriétés telles que la Trump Tower, Mar-a-Lago et les terrains de golf qui font partie du portefeuille de la Trump Organization. Il ne s'agit pas de menaces hypothétiques, mais d'instruments prévus par le système juridique pour garantir l'exécution des décisions judiciaires définitives. La réaction politique à cet épisode est encore en cours de formation, mais il y a déjà des signes que la décision judiciaire est devenue un point d'inflexion dans le discours des acteurs concernés. Une partie de la base républicaine est restée silencieuse, tandis que les adversaires démocrates ont commencé à utiliser cette décision comme argument pour remettre en question la viabilité financière et éthique de la candidature de Trump à la présidence. Dans le milieu institutionnel, les spécialistes du droit des affaires et du droit constitutionnel analysent cette décision comme un tournant dans la manière dont la justice réagit face à des justiciables qui ont historiquement échappé à des sanctions effectives grâce à des structures sociétaires complexes et à des recours procéduraux prolongés. Dans ce contexte, on observe non seulement un cas isolé de poursuite judiciaire, mais aussi un changement perceptible dans l'attitude de la justice à l'égard des personnalités publiques ayant un historique de résistance institutionnelle. L'impact de cette mesure dépasse la sphère économique et touche à l'autorité de l'État, à l'intégrité du système juridique et aux limites du pouvoir des entreprises face à l'obligation de respecter les normes. C'est dans ce contexte que les implications juridiques de l'affaire prennent une tournure encore plus complexe. La décision du juge new-yorkais imposant le paiement immédiat de l'amende civile n'est pas apparue de manière isolée, mais représente un changement perceptible dans la manière dont le système judiciaire répond aux normes persistantes de contestation institutionnelle. Le maintien intégral des conclusions sur la fraude, même après révision par une instance supérieure, a renforcé la légitimité substantielle du jugement, isolant la controverse au domaine strictement exécutif. Ce mouvement déplace l'axe de la discussion. À partir de ce moment, ce n'est plus le litige sur les faits qui est observé, mais la tension sur les mécanismes de mise en œuvre de l'autorité judiciaire face à un défendeur qui recourt historiquement à des structures d'entreprises fragmentées, à des cycles de recours et à des stratégies de retardement de la procédure. Cette convergence aide à comprendre pourquoi les juristes spécialisés en exécution civile et en droit des sociétés ont commencé à traiter cette affaire comme un test pertinent pour l'efficacité des instruments coercitifs de l'État. La décision a été accompagnée d'un avertissement explicite quant à la possibilité d'ouvrir des mesures de saisie patrimoniale dans plusieurs juridictions. Cela inclut la demande de coopération aux organismes de réglementation d'autres États américains et même le recours à des traités de réciprocité pour bloquer les actifs détenus par des holdings à l'étranger. Parallèlement, le gel des revenus liés aux licences d'image, aux contrats de franchise et aux opérations commerciales numériques a été examiné comme une possible extension de l'ordonnance initiale. Ces instruments sont légalement valables, mais rarement appliqués à d'anciens chefs d'État en campagne présidentielle. Cela modifie le champ des attentes en matière d'immunité politique comme obstacle tacite à la pleine application des sanctions civiles. De ce point de vue, l'action coordonnée entre les instances judiciaires étatiques et fédérales prend une nouvelle dimension. Le procureur général de New York maintient le dialogue avec le ministère de la Justice sur l'éventuelle intersection entre les biens situés sur le territoire fédéral et les effets exécutifs du jugement étatique. Bien qu'il s'agisse de sphères autonomes, les précédents juridiques indiquent qu'il est
possible de bloquer des actifs de manière complémentaire lorsqu'il existe un risque de dissipation intentionnelle. À cet égard, les analystes soulignent le fait que le juge chargé de l'exécution a mentionné, bien qu'indirectement, l'existence de mouvements patrimoniaux récents qui soulèvent des doutes quant à la préservation des actifs déclarés. Ce type d'allusion, même s'il ne constitue pas une accusation formelle, sert de justification préliminaire à des mesures conservatoires plus sévères, telles que la levée du secret bancaire ou des audits indépendants avec autorisation judiciaire. Les antécédents de Trump en matière de litiges commerciaux constituent également un élément important dans l'interprétation des faits. Plusieurs actions antérieures avaient déjà révélé une tendance à la restructuration accélérée du patrimoine en période de pression judiciaire. Ce qui renforce la perception, parmi les praticiens du droit, que la résistance à l'exécution intégrale du jugement peut se manifester non pas par un défaut de paiement explicite, mais par une dilution stratégique des actifs. Cette hypothèse explique la rigidité de l'ordre actuel, qui semble avoir été conçu précisément pour anticiper de telles possibilités et les neutraliser à l'avance. Les juristes soulignent que la mesure a été conçue non seulement pour recouvrer les créances, mais aussi pour empêcher que le recouvrement ne devienne impossible avec le temps, une sorte de protection judiciaire contre ce qu'on appelle communément l'érosion opérationnelle du jugement. C'est également à ce stade que la logique du précédent entre en jeu. Les spécialistes en droit constitutionnel observent que la force de la décision pourrait servir de référence pour d'autres jugements impliquant des agents publics ou des candidats faisant l'objet d'une enquête pour des infractions civiles ou administratives. L'indépendance de la Cour pour exécuter le jugement, même face à l'importance politique du défendeur, établit une référence interprétative susceptible d'avoir une portée considérable. On ne sait pas encore si d'autres juridictions suivront la même voie, mais cette affaire crée un nouveau niveau d'attente quant à la portée réelle des sanctions patrimoniales dans le contexte de litiges prolongés. Plus encore, elle renforce l'idée que le litige en lui-même ne suspend pas les effets de la loi, et que la réputation publique d'un accusé ne remplace pas les exigences formelles de l'exécution judiciaire. Enfin, il existe un facteur financier qui a été peu débattu, mais qui gagne en importance à mesure que les délais se raccourcissent. Les coûts liés au non-paiement immédiat de l'amende vont au-delà des intérêts légaux. Le maintien de garanties, le recrutement d'avocats spécialisés dans les litiges transnationaux, la nécessité d'audits externes pour prouver la liquidité et l'exposition des marques associées au nom Trump dans le cadre d'un litige judiciaire très médiatisé créent un climat d'instabilité qui peut avoir un impact direct sur les négociations commerciales en cours. Les investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension et les groupes de capital investissement, qui entretiennent des relations contractuelles avec les entreprises du conglomérat Trump, ont commencé à revoir les clauses relatives au risque de réputation, ouvrant la voie à des résiliations anticipées et à la révision des lignes de crédit. Dans ce contexte, le silence partiel de certains secteurs du Parti républicain est interprété comme un signe de calcul stratégique. Soutenir publiquement un candidat menacé d'une saisie massive de ses biens peut entraîner une exposition électorale indésirable. Dans le même temps, l'absence de rupture formelle révèle le dilemme du parti. Préserver l'unité de la base sans s'associer directement à un scénario juridique qui s'aggrave de jour en jour. Cette tension partisane n'est pas nouvelle, mais elle s'intensifie à mesure que la sphère judiciaire avance de manière autonome, sans signe de recul ou de médiation politique. En maintenant le rythme des décisions même en période préélectorale, le pouvoir judiciaire renforce le caractère technique du processus et rejette toute tentative de lier l'affaire à des persécutions institutionnelles. Cette séparation est essentielle pour préserver la légitimité de l'ensemble du système, surtout à un moment où la confiance dans les institutions reste l'un des thèmes centraux du débat public aux États-Unis. Dans des scénarios comme celui-ci, où de multiples dimensions juridiques, politiques et économiques s'entremêlent, l'analyse continue des développements devient un outil indispensable pour ceux qui cherchent à comprendre les limites et la portée du fonctionnement institutionnel. C'est grâce à ce suivi attentif qu'il devient possible de séparer les mouvements structurels des réactions conjoncturelles. Les différentes interprétations juridiques et institutionnelles concernant l'obligation de paiement immédiat imposée à Donald Trump révèlent un champ d'interprétation très controversé. Les juristes et les analystes interrogés par des centres spécialisés et par la presse divergents, tant dans leur évaluation de la décision elle-même que dans leurs implications futures. Pour certains, cet épisode marque un tournant dans la manière dont le pouvoir judiciaire traite les personnalités publiques, habituées à exploiter toutes les failles
possible dans les délais procéduraux. Cette perspective considère la mesure adoptée non seulement comme une réponse ponctuelle, mais aussi comme un geste de réaffirmation de l'autorité judiciaire face à des comportements persistants de procrastination. La suppression de toute possibilité de paiement échelonné et l'exigence d'une exécution immédiate seraient des indices que le pouvoir judiciaire entend rétablir le poids pratique de ses décisions dans le domaine civil, même lorsqu'elles concernent des personnalités disposant d'un capital politique important. Certains considèrent toutefois que cette décision pourrait compromettre certains équilibres institutionnels en réduisant considérablement les espaces traditionnels de négociation et d'autocomposition dans les procédures de civil. De ce point de vue, l'absence de mécanisme d'assouplissement pourrait créer un précédent qui découragerait les accords ou les arguments approfondis dans les affaires futures, en particulier celles qui bénéficient d'une grande visibilité publique. Bien que la légalité de la mesure ne soit pas remise en cause, sa prudence institutionnelle fait l'objet d'un débat. Au cœur de cette critique repose l'idée que le système judiciaire, outre l'application de la loi, doit garantir la cohérence et la prévisibilité de l'ensemble de ses actes. Les mesures qui semblent exceptionnelles, même lorsqu'elles sont étayées par le texte de loi, peuvent être interprétées comme des réactions personnalisées, ce qui affaiblit l'image d'impartialité des institutions. Un autre aspect important concerne les répercussions sur l'environnement entrepreneurial associé à l'ancien président. Les experts en structuration d'entreprise et en gouvernance avertissent que l'ordre de blocage immédiat des actifs pourrait déclencher une vague de réactions dans les secteurs financiers exposés à la stabilité patrimoniale de Trump. Les fonds d'investissement, les contrats avec clauses fiduciaires, les partenariats avec des entreprises étrangères et les chaînes de crédit structurées dans une perspective de solidité peuvent être directement affectés. La perception du risque, même si elle n'est pas provoquée par la décision judiciaire elle-même, peut être amplifiée par sa répercussion médiatique. Face à ce nouveau scénario, les créanciers pourraient demander des réévaluations contractuelles, accélérer les échéances ou même interrompre des concessions préalablement convenues. Même si ces mesures dépendent de l'initiative privée, il est indéniable que la décision judiciaire peut servir de catalyseur à ces mouvements. Dans la sphère politique, l'impact fait également l'objet d'un débat. Les membres du Parti démocrate ont tendance à considérer cette mesure comme un tournant narratif. La décision renforcerait l'impression que Trump a non seulement contourné les normes comptables et sociétaires, mais qu'il a également bénéficié d'un système institutionnel qui, historiquement, fait preuve d'indulgence envers les personnalités économiques de premier plan. Cette interprétation renforce les thèses législatives qui proposent des changements dans le traitement juridique des crimes financiers et dans l'utilisation d'instruments commerciaux pour dissimuler des actifs. Dans le camp républicain, le malaise était visible, même s'il est peu verbalisé. L'absence de déclaration ferme de la part des dirigeants traditionnels suggère une division stratégique. Certains craignent l'usure électorale liée à l'association directe avec l'ancien président, et d'autres, dans le même temps, redoutent qu'un éloignement précipité ne provoque une désagrégation de la base électorale conservatrice, en particulier en cette année décisive pour le pays. La presse a également oscillé dans son approche de l'affaire. Certains médias plus traditionnels la décrivent comme l'aboutissement naturel d'un processus judiciaire complexe, dont la procédure s'étendait déjà sur plusieurs années. D'autres, cependant, mettent en garde contre l'impact déstabilisateur possible de décisions qui s'écartent de la norme habituelle dans la conduite des procédures civiles. Dans cette optique, le débat ne se limite pas à la figure de Trump, mais porte sur la capacité du pouvoir judiciaire à maintenir la confiance du public dans son action, en particulier lorsqu'il est impliqué dans des affaires très médiatisées. Selon ces analystes, le défi consiste à maintenir l'équilibre entre la force normative des décisions et la stabilité institutionnelle que le système doit préserver comme référence. Les répercussions au-delà des frontières des États-Unis commencent donc déjà à se dessiner. Les observateurs internationaux, en particulier dans les pays de tradition juridique commune, suivent de près la manière dont la justice américaine se comporte face aux anciens dirigeants dans les situations de contestation patrimoniale. La question centrale, dans ces suivis, est de savoir dans quelle mesure l'indépendance fonctionnelle des institutions se maintient sous une exposition publique intense et une pression politique. Pour les centres universitaires consacrés à l'étude des systèmes comparés, cette affaire est devenue un véritable laboratoire d'observation de la maturité institutionnelle dans des scénarios de forte tension. Même si les effets directs sont limités au territoire des États-Unis, les éléments symboliques en jeu sont susceptibles d'influencer les débats normatifs dans d'autres démocraties,
confrontés à des dilemmes similaires. Sur le plan procédural, une phase opérationnelle très complexe s'ouvre désormais. L'ordonnance judiciaire de paiement immédiat nécessite une coordination pratique entre l'organe judiciaire, les autorités chargées de l'exécution, les institutions financières et les opérateurs juridiques. Les mesures prises iront du gel des avoirs à la définition de critères pour la conversion des actifs en valeur monétaire, en passant par la gestion d'éventuels conflits sur l'origine ou la propriété des ressources concernées. Les spécialistes des exécutions judiciaires soulignent que cette phase peut s'avérer plus complexe que l'analyse au fond, en particulier si des structures patrimoniales difficiles à retracer sont identifiées. Ainsi, le processus reste vivant et dynamique, exigeant une vigilance technique continue. Il n'y a pour l'instant pas de consensus sur la signification durable de cette décision. Certains l'interprètent comme un événement spécifique, pertinent uniquement au niveau du patrimoine de Trump. D'autres, cependant, voient dans cet épisode le signe avant-coureur d'un nouveau cycle d'affirmation institutionnelle, dans lequel le pouvoir judiciaire adopte une position plus assertive face aux acteurs dotés d'un pouvoir politique et économique accru. L'affaire dépasse donc le cadre d'un litige individuel et est désormais considérée comme un indicateur de la capacité des institutions à agir avec fermeté sans rompre avec leurs propres principes de prévisibilité et d'équilibre. Le jugement a été rendu, les recours ont été jugés et l'exécution a été ordonnée. Mais les niveaux de signification attribués à ce procès sont multiples et ne s'arrêtent pas à l'exécution matérielle de l'ordonnance judiciaire. Dans un contexte où les frontières entre la politique, l'économie et la justice sont de plus en plus floues, suivre des affaires de cette nature nécessite un regard analytique élargi. C'est la seule façon de comprendre si nous sommes face à une mesure extraordinaire isolée, ou à un signe clair de transformation structurelle dans la manière dont le système répond à ceux qui testent ses limites.